Et vous voyez, la CRIRAD, elle est née, et c'est ça qui est assez extraordinaire quand on voit avec le recul, elle est née d'une mobilisation de gens, vous voyez, c'est vraiment une mobilisation citoyenne, en disant que plutôt de quémander l'information au CEA, EDF, à la COGEMA à l'époque, eh ben, on montrait notre premier laboratoire indépendant. Et c'est en fonction après du fait de disposer d'appareils de mesure qu'on a dénoncé le mensonge de Tchernobyl. Parce qu'on a fait des prélèvements et plus il y avait plus vous voyez, la terre était contaminée, donc plus les aliments étaient contaminés, et on a fait une information indépendante à la population. Voilà, la CRIRAD, vous voyez, elle est née grâce à des journalistes comme Michel Pollack qui a joué un rôle très important, l'émission Droit de réponse, le soutien des adhérents, et maintenant, vous voyez, 30 ans après, ben, la CRIRAD continue à exister, continue à faire des expertises dans le monde entier. Quand elle a été créée, qu'on a monté ce laboratoire, c'était le premier contre-pouvoir, vous voyez, face à un lobby aussi fort que le nucléaire en France. On a mis une faille dans le système et on a montré que là, il y a eu un mensonge d'État. La CRIRAD a montré qu'il fallait des contre-pouvoirs pour avoir une pluralité, disons, d'informations. Mais je ne fais absolument pas confiance aux autorités de l'État, hein, régaliennes, comme vous dites, pour avoir une information juste. Quand il y a eu l'accident de Tchernobyl, donc c'était le 26 avril 1986, en France, on a tous vu ces images, mais avec un discours très protecteur, puisque soi-disant le nuage était bloqué par un anticyclone et qu'il n'avait pas traversé la France. Et là, avec un certain nombre de personnes, on s'interrogeait parce que l'Italie prenait des mesures, l'Allemagne prenait des mesures et la France, aucune mesure. Et là, on a fait des prélèvements et on est allé à l'Institut de physique nucléaire de Lyon, où le professeur Béraud était un prof de physique nucléaire qui avait été sensibilisé, qui avait signé une pétition à l'époque d'ailleurs, dans les années 80, par rapport au nucléaire militaire. Et notre surprise, ça a été que tous les échantillons qu'on ramenait étaient contaminés et on voyait tous les radioéléments qui ne pouvaient provenir que, vous voyez, de réacteurs nucléaires. Et là, on a fait une première conférence de presse pour dire aux gens, attendez, on vous ment complètement, le lait est contaminé, les fromages pareils, etc. Et il ne faut pas consommer ces produits. Bon. Maintenant, 30 ans après, je me dis que s'il y a un accident nucléaire qui vienne d'autres pays européens ou de l'Ukraine ou du Bélarus ou de Russie ou d'ailleurs, on aura la même désinformation. Donc pour moi, vous voyez, quand vous me parlez de Tchernobyl, j'ai toujours cette idée de mensonge d'État, raison d'État et de cacher, si vous voulez, la connaissance scientifique sur le suivi sanitaire de la population qui vit en zone contaminée. À l'heure actuelle, il y a ce qu'on appelle la Convention d'Espoo, qui dit qu'en cas de renouvellement de la durée de vie des centrales, par exemple, ou s'il y a une construction d'une autre centrale nucléaire, il faut qu'il y ait un débat démocratique et une enquête publique qui soit faite. Parce que entre, mettons, les 40 ans où est prévue la durée de vie d'une centrale et les 50 ans, il y a des choses qui peuvent être modifiées. Il y a une population, par exemple, plus importante qui peut être à proximité des centrales. Il peut y avoir des changements liés au réchauffement climatique. Il peut y avoir d'autres changements. Et donc, il faut refaire une enquête publique. Eh bien, qui a mis le feu aux poudres, en fait, c'est les Ukrainiens. Quand on voulait leur imposer une autre centrale, ils ont dit, ben nous, on utilise la Convention d'Espoo. Ça a été ratifié. Et vous voyez qu'à l'heure actuelle, en France, on veut augmenter la durée de vie des centrales et il n'y a toujours pas de nouvelles enquêtes publiques. Donc, moi, ce que je crains dans le cas du nucléaire, c'est que chaque fois, sous couvert de technicité, on squeeze complètement le vrai débat démocratique. Alors, on met des commissions, on met, vous voyez, cette commission nationale de débat public, etc. Mais les jeux sont faits. Donc, il n'y a toujours pas de démocratie dans le nucléaire. Moi, j'ai participé en tant qu'expert de très nombreuses commissions locales d'information. Et lorsque l'information a été donnée par l'exploitant, je disais, ben, donnez-nous des moyens financiers pour qu'il y ait une expertise indépendante. Ben, très souvent, alors ça s'est fait dans un ou deux cas, mais très souvent, ce n'était pas accepté parce qu'il n'y avait plus d'argent pour faire une expertise indépendante. Donc, qui disait la vérité? Ben, c'était l'exploitant.
puisque c'était lui-même qui avait, si vous voulez, les informations, qui voulait bien nous divulguer. Mais il n'y a pas cet état d'esprit où on remet en cause un choix politique. Les scientifiques qui sont critiques sont soit catalogués anti-nucléaires ou pro-nucléaires. Mais on n'a pas le droit de critiquer le nucléaire. Sinon, vous voyez, on est mis dans un tiroir et puis, voilà, vous êtes catalogué et vous n'avez plus le droit de donner des informations. Alors, ça a un peu évolué maintenant avec l'autorité de sûreté nucléaire, parce que, bon, elle est indépendante, alors elle a une marge de manœuvre limitée parce qu'elle se heurte chaque fois au niveau d'EDF, qui est l'exploitant, mais ils se rendent bien compte que si ils ne développent pas des contre-pouvoirs citoyens et scientifiques, eh bien, ils n'auront pas le pouvoir de pousser à faire les travaux qu'ils demandent. Et la caricature, c'est ce qui se passe au niveau de l'EPR de Flamanville. Au niveau de l'EPR de Flamanville, ils s'aperçoivent que la cuve du réacteur n'est pas conforme. Vous voyez, il y a une hétérogénéité au niveau du carbone, au niveau de la cuve, et que le couvercle non plus. Mais qu'a fait EDF? Ils ont installé la cuve et ils ont installé le couvercle. Donc vous voyez qu'on est dans un système où c'est les exploitants qui prennent le pouvoir avec la complicité des politiques. Donc c'est très difficile après, si vous avez tous les éléments scientifiques, pour dire non, ça ne tient pas la route. Et même avec les outils qu'on a mis en place, l'autorité de sûreté nucléaire, ils n'auront pas le rapport de force pour obliger un exploitant à casser la cuve, à la refaire et à refaire le couvercle, etc. Ce qui a évolué depuis l'accident, c'est que effectivement, les associations sont devenues plus performantes, plus pertinentes et ont plus de moyens d'action, mais que les outils démocratiques n'ont pas le pouvoir que les politiques auraient pu leur donner. Alors, il y a une demande, qu'elle vienne d'ailleurs de France, par l'intermédiaire des commissions locales d'information, ou par l'intermédiaire de la Commission européenne. Parce qu'ils se rendent bien compte que s'ils restent que dans la sphère des gens qui travaillent dans le nucléaire, ils n'ont aucun moyen d'avoir accès à une information, si vous voulez, crédible, pertinente et en profondeur. Donc ils ont besoin des contre-pouvoirs. Parce que, pourquoi? Parce que l'accident de Fukushima, plus que celui de Tchernobyl d'ailleurs, a montré que même dans un pays où la technologie était à la pointe, c'était le cas des Japonais, eh bien, l'industriel, en l'occurrence TEPCO, ne leur avait pas tout dit. Qu'en même temps, la sûreté nucléaire n'était pas le fer de lance de l'industriel. Vous voyez, parce qu'il y avait une contradiction en quelque sorte entre l'argent qui est mis dans la sûreté et le fonctionnement et le profit qu'ils en tiraient. Et donc, les organismes, si vous voulez, de sûreté se disent que si on veut renforcer la sûreté, il faut passer par la société civile. La sûreté nucléaire sera d'autant plus efficace qu'on va associer les citoyens pour demander des comptes à l'exploitant. Et tout le monde est gagnant, parce que plus les ONG, plus la société civile demande des comptes, plus les opérateurs doivent les donner, avec, je dirais, l'appui des autorités de sûreté. Mais là où je suis plus sceptique, c'est que souvent les outils qui sont mis en place, souvent c'est un peu des outils gadgets qui n'ont qu'un pouvoir de consultation et de recommandation, mais pas un pouvoir de décision. Parce que la décision, c'est très souvent les exploitants qui l'ont. Quand vous voyez le poids qu'a EDF, le poids qu'a Areva, le poids qu'a le CEA vis-à-vis des politiques, vous vous dites que ce n'est pas vraiment les politiques en pouvoir. Et je me souviens d'une phrase de Mme Lauvergeon, quand elle était présidente d'Areva, elle disait « on va faire passer des lois qui dépassent les politiques ». Parce que ce n'est pas aux politiques qui ne connaissent rien. Ce n'est pas à eux à définir la stratégie énergétique de la France. Vous voyez bien que quand elle a dit ça, elle voulait dire que c'est eux-mêmes, les exploitants, qui doivent définir la stratégie par exemple, du nucléaire. Donc vous voyez qu'il faut être très vigilant, il ne faut pas être naïf. Mais pour l'instant, je pense qu'on n'a pas les outils adéquats il faudrait un référendum. Regardez en Italie, après Fukushima, ils ont fait un référendum, les gens ont dit non, on arrête le nucléaire. Ça, le référendum a permis d'arrêter le nucléaire. Nous, en France,
Ils ne veulent surtout pas faire un référendum. Et même au niveau régional, vous voyez que si une région ne veut pas des centrales nucléaires, eh bien c'est l'État qui va leur imposer les centrales nucléaires. Le coût financier qu'a le nucléaire, puisque c'est la seule énergie où, en fonction du temps, c'est une énergie qui est encore plus chère qu'avant. Alors qu'on a tout l'inverse sur les énergies renouvelables. Regardez, en 15 ans, il y a eu une diminution d'un facteur 8 de l'énergie solaire. Pour l'éolien, c'est la même chose. Le nucléaire, plus on attend, plus il coûte cher parce qu'il y a la problématique du démantèlement, la problématique de la gestion des déchets et la problématique justement du grand carénage, c'est-à-dire l'adaptation des réacteurs en fonction de l'accident de Fukushima. Si c'était objectif, on arrêterait. Sauf que vous voyez que là, on n'est plus dans l'objectivité. On est dans la croyance, on est dans le dogme, on est dans le fait qu'en France, le nucléaire, c'est un cocorico français. Et que le politique, il ne voudra jamais, si vous voulez, aller à l'encontre de ça. Quand on voit qu'il y a eu la démission de M. Piquemal, qui était directeur financier, qui dit « c'est plus possible, on n'a pas les moyens financiers à EDF pour faire en sorte à continuer à construire d'autres EPR, vous voyez, à démanteler les centrales, à gérer la gestion des déchets ou à construire les 2 EPR à Hinkley Point ». Eh bien, objectivement, il faudrait se dire eh bien, fermons les vieilles centrales et voyez, faisons en sorte à investir dans des énergies renouvelables qui nous coûteraient moins cher. Or, en fait, on a un État tellement régalien qui se disent on va accepter après que ce soit le contribuable français qui va financer les pertes. Donc, c'est même plus rationnel. C'est ça qui est terrible. Le seul pays où c'est arrivé, c'est aux États-Unis, parce qu'il y a eu une privatisation. Quand ils se sont aperçus que le pétrole, si vous voulez, devenait moins cher, qu'il y a eu l'exploitation des gaz de schiste, le nucléaire devenait très très cher. Il n'y a aucune banque qui prêtait. Mais nous, comme la banque c'est l'État, ils continuent à prêter. Donc c'est tellement imprégné dans l'ADN français que pour moi, comme je le vois maintenant, c'est dramatique. Mais s'il n'y a pas un incident important, on continuera. Parce qu'on est complètement canalisé par cette espèce de, je vous dis, de cocorico français. Regardez l'EPR, c'est une catastrophe financière, une catastrophe technologique, et on veut encore construire 2 EPR en Angleterre, et on sait que ça va nous coûter de l'argent. Est-ce qu'on le sait pertinemment? Regardez Areva, ils ont investi dans Uramine 1,8 milliard d'euros. Il y a une enquête qui est faite. Eh bien, Madame Lauvergeon, elle justifie toujours, alors que c'est une aberration. Mais vous croyez qu'il y a eu des sanctions? Il y a eu de nouveaux standards suite à Fukushima, puisque notre sûreté nucléaire était dictée par, il y a un aléa, mettons une inondation, mais ça pouvait être une tempête, ça pouvait être un séisme, mais on n'avait jamais cumulé les deux. Et ça a complètement changé, parce que imaginez Fessenheim, il y a un séisme, il y a une rupture de la digue, il y a le canal du Rhin qui se déverse sur la centrale, et vous avez les mêmes conséquences qu'à Fukushima, c'est-à-dire que toutes les pompes, les générateurs, etc., eh ben, s'arrêtent, parce que c'est complètement inondé, tout le système électrique est inondé, et on ne peut plus refroidir le cœur ou fusion du cœur. Et donc ça, si vous voulez, ça a conduit à de nouveaux standards sur la sûreté nucléaire. Et une prise de conscience qu'il fallait faire vraiment des travaux, d'où les carénages, qui doit coûter entre 55 milliards et 100 milliards, suivant la Cour des comptes, en 2030. Et suite à Fukushima, la Commission européenne a voulu reprendre le pouvoir en établissant les stress tests, c'est-à-dire qu'ils ont fait une évaluation sur les 142 réacteurs nucléaires en Europe pour voir si ça correspondait, vous voyez, à certains standards sur la sûreté. Et ça, c'est très nouveau. Parce que jusqu'à présent, la sûreté nucléaire, elle était de souveraineté nationale. Vous voyez, les Français ne voulaient pas que les Anglais s'occupent d'eux, ni les Allemands. Mais Fukushima a permis, si vous voulez, cette ouverture en disant que la sûreté nucléaire n'est pas qu'un problème national, c'est un problème européen. Mais si vous imaginez que les Polonais, par exemple, achètent des centrales de Rosatom en Russie, que peut faire la Commission? Elle ne peut pas l'interdire.
Donc moi je voudrais que la Commission européenne ait beaucoup plus de pouvoir, voyez, pour harmoniser les standards et pour avoir un rapport de force dans les pays qui ne respectent pas ces standards. Mais pour ça, il faut que les États, vous voyez, parce que il ne faut pas oublier que l'Europe, c'est un triptyque, hein, c'est-à-dire il y a le Parlement européen qui peut faire des recommandations, mais dans le domaine du nucléaire, c'est le traité Euratom, donc les parlementaires européens n'ont qu'un avis à donner, ils n'ont pas de codécision. Après, c'est les États membres, vous voyez, qui peuvent dire à la Commission, eh bien, il faut aller plus loin, mais sauf que la France, qui défend son nucléaire, ne veut pas tellement que les autres lui demandent des comptes. Donc, la Commission, elle est dans une situation qui n'est pas très stable, et que même si elle voulait aller plus loin, elle n'a pas l'accord des États membres. Et elle peut avoir l'accord des parlementaires européens, mais comme ils n'ont qu'un avis à donner, eh bien, c'est les États membres qui décident. Regardez ce qui se passe en France. En ce moment, il y a le gouvernement allemand qui attaque la France parce qu'ils estiment que Cattenom ne correspond pas aux standards post-Fukushima. Et bien, si la France dit, et Mme Ségolène Royal a dit, mais j'ai de compte à rendre à personne. Vous avez maintenant les Suisses qui attaquent la centrale du budget en disant cette centrale nous fait courir des risques, etc. Elle a plus de 30 ans et on voudrait qu'elle ferme. Mais elle n'a pas de moyen de faire pression sur la France. Vous avez les Luxembourgeois qui ne sont pas contents du tout parce que Cattenom, vous voyez, c'est aussi près du Luxembourg. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Même la Belgique, où, pour vous dire le rapport de force, l'association des régulateurs de la sûreté nucléaire européenne a dit que les réacteurs de Dole et de Tihange ne sont pas conformes aux standards. Eh bien, le Parlement belge a décidé de continuer. Eh bien, il continue. Alors, quand il y a eu Fukushima, il y a eu un appel de députés européens de différents bords politiques pour demander plus de transparence. Et suite à cet appel, on a bien senti qu'il y avait une nécessité de créer un observatoire européen, vous voyez, qui a comme ADN, en quelque sorte, que plus la société civile va être intégrée, vous voyez, va être utilisée, va être formée, plus on va améliorer la sûreté nucléaire. C'est un peu ça, le principe de NTW. Toujours par rapport à l'accident de Fukushima, là, je trouve qu'on a eu une cassure. Quand les Allemands, et notamment Mme Merkel, qui était prof de physique, et lorsqu'elle a déclaré, vu la technologie des Japonais, moi, en tant que politique, je ne veux pas être responsable d'un accident en Allemagne, je décide, avec mon gouvernement, l'arrêt du nucléaire, ça a eu une influence très forte. Puis vous avez eu le référendum en Italie qui a décidé d'arrêter le nucléaire. Alors l'Autriche n'avait pas de nucléaire, mais on sent bien qu'il y a, de la part de la population et des politiques qui ont vécu Fukushima, quand même une volonté de diminuer la contribution nucléaire. Ce n'est pas tout à fait le cas dans les anciens pays de l'Est, comme la Hongrie, comme la Pologne, où là, le fait de disposer du nucléaire, ça leur donne une suprématie. Comme si le fait de disposer, vous voyez, du nucléaire civil, ils sont supérieurs à leurs voisins. Et donc, les Polonais demandent la construction de centrales. Les Hongrois demandent la construction de centrales. Même l'Ukraine, vous voyez, alors qu'elle n'est pas dans l'Europe, mais elle veut encore construire des centrales nucléaires. Donc, vous voyez que la perte de la mémoire d'un accident fait qu'ils s'orientent toujours là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de valorisation par la technique que représente le nucléaire, et non pas par rapport aux accidents et à toutes les conséquences sanitaires. C'est pour ça que d'un point de vue international, on veut toujours minimiser, vous voyez, les conséquences sanitaires d'un accident. 30 ans après Tchernobyl, qui parle des problèmes sanitaires qu'ont les enfants? Il y a encore les gens qui vous disent, bon, ben, je me rappelle, Lensker déclarait 30 morts, puis après 56 morts. Puis après, ils se sont orientés que sur les cancers de la thyroïde. Mais tous les cancers qu'il y a eu, tous les gens qui sont morts, tous les liquidateurs, ben, on les passe complètement à l'as. Vous voyez, c'est la politique du pas vu, pas pris. C'est-à-dire, on ne se donne pas les outils pour connaître exactement la réalité.
Et on voit la même chose à Fukushima. À Fukushima, on est en train de vous dire, oh, ben, il y a quand même les jeunes jusqu'à 18 ans, on observe une augmentation de cancer de la thyroïde. Mais le reste, on a dit il y a une leucémie qui peut être attribuée à Fukushima. Mais on fait tout pour pas que les hôpitaux, vous voyez, tous les organismes, les médecins soient vraiment informés des conséquences et puissent faire remonter, vous voyez, les effets de la radiation. Donc, c'est un système qui dépasse même le cadre des États. Mais je suis allée 2 fois à Fukushima. Mais quand je suis restée une semaine, c'était pour tourner un film, Tous cobayes, avec Jean-Paul Joad. Et là, on est allé dans les zones contaminées. Et j'avoue que ça m'avait beaucoup affectée. Parce que vous voyez qu'au moment de Tchernobyl, moi je faisais des mesures sur les aliments. Vous voyez, j'étais la scientifique qui faisait des mesures pour savoir combien il y avait de césium, d'iode, etc. Mais j'analysais des aliments. Là, je voyais les gens. Et être avec les gens qui consomment encore des aliments contaminés. Moi, j'avais, vous voyez, mon dosimètre, j'avais mon radiamètre, c'était hyper contaminé et les gens continuaient à vivre, sachant qu'ils vivaient dans des zones complètement empoisonnées. Et j'avais beau leur dire, et j'avais les gens dans une détresse humaine incroyable, qui me disaient, mais comment on va manger? Là, nous, vous voyez, ils étaient dans la zone d'évacuation volontaire, donc ils n'étaient pas, vous voyez, indemnisés. Ceux qui étaient dans les 20 km, ils sont partis, mais ils étaient indemnisés quelque part, vous voyez, on les relogeait. Mais dans la zone d'évacuation volontaire, c'était eux-mêmes qui devaient partir sans rien. Et donc, ils étaient obligés de subir la radioactivité. Et ces gens, je voyais à la fois la méconnaissance, à la fois le fait qu'ils étaient complètement piégés, et à la fois le fait qu'ils allaient tomber malades. Et c'était horrible pour moi. Et c'est là où j'ai compris qu'est-ce que c'était une catastrophe nucléaire. Vous voyez, sur le plan humain. Le fait de détruire et d'abandonner le lieu où vous avez vécu, où tous vos ancêtres ont vécu. Quand j'allais voir des éleveurs, ils me disaient, mais voyez mes animaux là, il va falloir que je les tue. Mais ils font partie de ma famille. Si j'ai la maison que j'ai, si j'ai la famille que j'ai, c'est grâce à eux. Et tout ça, il va falloir que je l'abandonne. Et puis vous avez des gens tout seuls, où la femme avec ses gamins était partie, et il disait, mais je continue à gérer. J'ai pas envie de faire courir des risques à mes gamins. Ma femme est partie, elle ne veut plus revenir. J'avais toute cette détresse humaine. Ben, vous voyez, ça, c'est l'immédiat. Après, ben, les conséquences sanitaires, on commence à les avoir 5 ans après, avec les cancers de la thyroïde chez les jeunes, avec des problèmes de santé chez beaucoup, mais avec une omerta aussi, parce qu'on a dit que si les médecins donnaient trop d'informations, ça allait alarmer et angoisser les gens. Donc, le Japon est dans une situation très très difficile, avec un pouvoir politique très dictatorial qui joue sur le nationalisme japonais, vous voyez, face aux autres, comme si le Japon allait s'en sortir tout seul. Il y a toujours un peu ce côté un peu historique où on va être des kamikazes, vous voyez. Moi, il me disait, on a résisté à Hiroshima et Nagasaki, donc on résistera à Fukushima. Vous voyez, et puis après, il y a tout le peuple qui se dit, mais on est manipulé, on est berné, mais on n'a pas le pouvoir de s'exprimer. Au Japon, suite à Fukushima, quand même, ils ont montré qu'on pouvait arrêter tous les réacteurs nucléaires et continuer à vivre. Puisque là, pendant les premières années, ils arrêtaient par exemple tout ce qui est très consommateur d'électricité. Même dans les grandes surfaces, vous n'aviez plus les escaliers roulants, hein, les gens montaient à pied. Ils arrêtaient un peu l'air conditionné, ils disaient aux gens, ne venez plus avec vos costumes, venez avec, vous voyez, des vêtements différents. Donc ils ont essayé de modifier leur comportement pour diminuer la consommation énergétique et d'électricité. Lorsqu'on leur a dit, bon, mais le nucléaire, c'était pas 75%, hein, je crois que c'était autour de 40%. Hein, donc ils étaient moins dépendants que nous quand même. Hein. Mais ils ont accepté de changer de comportement, vous voyez, ils n'utilisaient plus les escalateurs électriques, que même d'un point de vue fonctionnement de l'industrie qui consommait beaucoup d'électricité, ils faisaient sur les 3-8, c'est-à-dire que ça marchait la nuit, vous voyez, pour pouvoir faire fonctionner autre chose la journée pour les gens, mais ça a été très très bien accepté.
Donc c'est pas un souci. C'est vrai que la sobriété énergétique, quand elle est expliquée, quand là elle était un peu imposée, vous voyez, par la situation, il n'y a eu aucun souci, il n'y a eu aucune manifestation. Les gens étaient très solidaires de ça. C'est maintenant que ça commence à aller, parce qu'on leur impose l'ouverture de centrales nucléaires. Et là, les gens, notamment au niveau des préfectures, qui doivent voter, vous voyez, pour la réouverture, il y a des pressions très fortes du gouvernement pour que, au niveau des préfectures, ils votent pour. Mais les gens, ils sont pas d'accord avec ça. C'est là où moi je suis très inquiète, parce que renouveler la durée de vie des centrales, sachant qu'on a des vieux réacteurs, on a Fessenheim, on a le Bugey, on a Tricastin, on sait que dans certains réacteurs, il y a déjà des cuves qui sont fissurées. Moi je me dis, mais c'est très grave ce qu'ils sont en train de faire. Et en plus, il y a des réacteurs qui sont situés près des grandes villes qu'on est incapable d'évacuer. Vous voyez, je trouve que vraiment ce choix du nucléaire, c'est un choix mortifère. Alors, ça ne sera pas forcément aujourd'hui, mais ça va être demain ou après-demain. On parle beaucoup de terrorisme en France, mais pour moi, c'est un terrorisme aussi technologique. Parce qu'un jour ou l'autre, ça va péter. Et plus les centrales sont vieillissantes, plus il y aura des risques d'accident. Moi, je dirais que ce que disaient les écologistes depuis des années se concrétise aujourd'hui. Se concrétise par un coût du nucléaire pharaonique. Quand on vous dit que le nucléaire est pas cher, oui, mais le prix est imposé. Si c'était le vrai coût du nucléaire, en prenant en compte, vous voyez, le démantèlement, le stockage des déchets, même le carénage, c'est-à-dire la remise à niveau des réacteurs, ça coûte une fortune. Et on voit très bien que le budget, que les actions d'EDF sont en pente descendante parce qu'ils n'y arrivent plus. Et qu'en même temps, même sur le combustible, quand on voit Areva ou le retraitement ne se justifie plus non plus. Donc on voit bien qu'on est allé dans une impasse. Maintenant, on a des autorités de sûreté qui font un peu le pressing vis-à-vis des exploitants, qui leur demandent de faire des travaux, et que là, il y a un rapport de force entre les finances d'EDF et les exigences de l'autorité de sûreté. Mais il y a une troisième voie qu'on ne voit pas trop, qui est comme si un accident comme Fukushima va arriver en France et qu'on est en train de nous préparer à vivre en terrain contaminé. Et on le voit bien sur les instances internationales, que ce soit la CIPR, l'Agence internationale de l'énergie nucléaire. Lorsqu'il y a un accident, ils réunissent vite les gens pour leur dire « Bon, ben écoutez, maintenant, il faut que vous ayez accès à l'information. On va vous donner des instruments de mesure pour que vous regardiez votre maison, comment elle est contaminée, l'extérieur, qu'on va décaper certaines choses. Mais vous allez voir, vous allez pouvoir vivre différemment, mais vous allez pouvoir continuer à vivre dans des terrains contaminés. Et si les gens tombent malades, on ne dira pas que c'est à cause de l'accident nucléaire, on dira c'est de votre faute, parce que vous n'avez pas un comportement rationnel. Il fallait moins manger des baies, il fallait moins manger des champignons, vous avez mangé du gibier, ben c'est pas bien. C'est-à-dire qu'on est en train de culpabiliser les personnes pour dire ah ben si vous tombez malade, ben c'est de votre faute. Et ça, c'est cette dérive qui est en train de voir le jour quand on analyse, vous voyez, 5 ans après ou 30 ans après, ce qui s'est passé à Tchernobyl, à Fukushima. Et ça, pour moi, c'est très grave.